Bonjour, vous m'entendez bien? Alors merci d'être venu. Donc, je vais vous faire une petite présentation sur comment lancer un site e-commerce de manière simplifiée et sans investissement. Donc je vais déjà me présenter très rapidement. Donc, je suis Olivier Clémence, je suis développeur depuis 10 ans et je suis spécialisé dans le e-commerce, donc j'ai travaillé avec pas mal d'e-commerçants. J'ai ma propre boutique en ligne sur laquelle je vends des modules PrestaShop. Si vous savez pas ce qu'est un module PrestaShop, on pourra en discuter après, mais c'est pas vraiment le sujet de la présentation. J'ai un blog réussir mon e-commerce.fr sur lequel je donne pas mal de conseils pour les e-commerçants. Et bientôt, je vais faire de la formation en ligne, normalement d'ici la fin de l'année. Alors, comment vous allez lancer votre site e-commerce en 6 étapes? La première étape, ça va être de trouver le bon produit. Pourquoi est-ce que vous devez trouver le bon produit? Parce que si vous trouvez un produit qui est mauvais, vous allez avoir des problèmes. Et ces problèmes, vous allez devoir utiliser des ressources pour les gérer. Et si vous utilisez ces ressources pour gérer vos problèms, vous ne pouvez pas croître assez vite. Et du coup, vous allez vous retrouver avec une croissance trop faible et vous allez être obligé peut-être de mettre la clé sous la porte avant d'avoir une entreprise rentable. Donc, il faut vraiment bien choisir votre produit. Alors, je vais mettre en avant quelques points qui sont intéressants sur les bons produits. Un bon produit, c'est un produit ça c'est une condition sine qua non, c'est un produit qui répond à un besoin ou qui va apporter de la valeur. Si je prends l'exemple d'une personne qui a un gazon avec une pelouse qui est trop haute, la tondeuse, ça va être le produit qui va répondre à son besoin. Par contre, on peut aussi lui vendre un produit qui va rendre son herbe plus verte, et là, on va apporter de la valeur. Par contre, on ne peut pas lui vendre un produit qui ne va rien faire à sa pelouse, il ne l'achètera pas, il n'a aucune raison d'acheter. Donc, il faut vraiment que notre produit réponde à une de ces deux caractéristiques. Ensuite, c'est intéressant d'avoir un produit petit et léger. Pourquoi? Parce que vous allez faire des économies de stockage et d'expédition. Un produit intemporel. C'est bien si votre produit est intemporel. Pourquoi? Parce que si vous vendez sur une période très courte de l'année, vous allez faire 80-90% de chiffre d'affaires sur cette période, par exemple Noël, et le résultat, c'est que vous devez être extrêmement efficace pendant cette période de l'année. Si vous n'êtes pas efficace, si vous êtes malade, si votre site a un problème, etc., vous allez grandement impacter votre chiffre d'affaires, et du coup, vous allez impacter négativement votre chiffre d'affaires sur l'année. C'est un produit qui est consommable et additionnable. Alors, additionnable, ça veut dire simplement qu'on peut lui rajouter des accessoires. Et consommable, ça veut dire qu'au bout d'un moment, votre client sera obligé de le racheter. Typiquement, vos téléphones sont des produits consommables et additionnables. On peut ajouter beaucoup d'accessoires dessus. Et consommable parce que, rapidement, au bout d'un moment, il ne fonctionne plus suffisamment bien et vous avez envie d'en racheter. Et avec une marge importante. Plus vous faites de bénéfices sur votre produit, plus vous avez de marge de manœuvre. C'est-à-dire que si par exemple un de vos clients vous appelle en vous disant mon produit ne fonctionne pas, vous pouvez après faire toute une démarche pour essayer de comprendre pourquoi il fonctionne, pourquoi il ne fonctionne pas, etc. Ou alors vous pouvez simplifier la chose et lui dire ok, je vous en renvoie un. Et ça, il faut avoir une marge pour pouvoir faire. C'est aussi un produit qui permet de créer du contenu. Pourquoi? Parce que si votre produit, vous ne pouvez pas faire d'actualité dessus, vous ne pouvez pas en parler régulièrement, vos clients, votre communauté de clients, vous ne pourrez pas discuter avec eux régulièrement. La seule chose que vous pourrez faire, c'est des promotions. Et à un moment, vous allez les lasser. Vos clients vont juste attendre vos promotions, achèteront plus vos produits au prix fort, ils seront juste abonnés pour avoir des promotions. Qu'est-ce qu'un mauvais produit? On va voir simplement 2 points. Un produit qui est complexe. Si votre produit est trop complexe, vous n'arriverez pas facilement à expliquer à votre client pourquoi c'est intéressant pour lui de l'acheter. Et de la même manière, peut-être que lui, une fois qu'il l'aura, il aura du mal à l'utiliser. Et du coup, ça va générer du SAV parce qu'il ne va pas comprendre comment utiliser votre produit, il va vous appeler pour savoir comment faire. Et c'est un produit fragile. Un produit qui est fragile, c'est un produit qui, lors de l'expédition, va être cassé, ou lors de l'utilisation par un client, va être cassé. Là encore, ça génère du SAV. Alors évidemment, il y a d'autres critères, c'est des critères principaux qu'on peut imaginer. Par contre, c'est un peu le produit idéal n'existe pas, où il y a très peu de chances. Donc ce qu'il faut faire, c'est peser le pour et le contre. Imaginons, je vais reprendre l'exemple d'un produit fragile. Si j'ai une grosse marge dessus, si j'envoie mon produit et qu'il est cassé, c'est pas grave, je ne pose pas de questions au client, je lui renvoie un produit parce que j'ai fait suffisamment de marge sur les autres produits que j'ai vendus qui sont arrivés en bon état. Et on peut aussi créer son propre produit, prendre un produit et le rendre idéal. Si je reprends encore l'exemple du produit qui a une bonne marge et qui est fragile, si je crée un packaging suffisamment bien fait pour le protéger de façon à ce qu'il arrive presque à chaque fois en bon état chez le client, je vais avoir corrigé son problème majeur et mon produit va être devenu pratiquement idéal. Ensuite, il faut vérifier que le marché existe. Alors,
Pourquoi? C'est pas évident. Pour avoir une chance de vendre. S'il n'y a pas d'acheteurs, vous ne vendrez pas. Et si vous avez trop de concurrence, ça va être difficile de vous démarquer et donc vous aurez beaucoup de mal à vendre vos produits encore. Alors comment vous allez faire votre étude de marché? Facilement. Vous allez commencer par étudier le marché français. Alors évidemment, la solution que je vais vous proposer, c'est une solution simplifiée. On peut faire une très grosse étude qui va faire 600 pages, etc. Mais ce n'est pas l'objet de la présentation. On peut faire autrement, tout simplement en utilisant Google. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez taper dans Google les mots-clés qui correspondent à votre activité, au produit, aux besoins qu'il comble, à la valeur qu'il apporte, etc. Et vous allez regarder les résultats. Vous allez vous poser les questions suivantes. Est-ce qu'il y a beaucoup de boutiques en ligne et est-ce qu'elles sont de qualité? S'il y a beaucoup de boutiques en ligne de qualité, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a de la concurrence. Il va falloir vous démarquer. Ensuite, vous allez regarder s'il y a des publicités AdWords. S'il y a des publicités AdWords, ça signifie qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour vendre ce produit. Donc du coup, c'est que c'est un produit qui a priori est rentable. Donc ça peut être un bon signe pour vous. Ça signifie aussi qu'il y a des concurrents. Enfin, vous allez regarder s'il y a des blogs et des forums. S'il y a des blogs et des forums, ça signifie qu'il y a des gens qui parlent de ce sujet et que ça intéresse et qui du coup sont prêts sans doute à acheter votre produit. Je vois des gens qui prennent des notes. Si vous voulez, je pourrais vous envoyer la présentation. À la fin, il suffira de m'envoyer un email et je vous renverrai la présentation en PDF. Ensuite, vous allez utiliser le marché américain. Ça va être beaucoup plus compliqué. Vous allez faire la même chose, mais sur Google US. Tout simplement. Vous allez taper vos mots-clés en anglais. Vous allez vous poser les mêmes questions. La seule différence, c'est que vous allez vous demander est-ce qu'il y a des boutiques aux USA? Est-ce qu'il n'y en a pas en France? Si c'est le cas, c'est assez bon signe pour vous parce que les USA, sur une grande majorité des domaines, ont 2 à 3 ans d'avance sur nous. Donc si le marché existe déjà aux USA, on peut grandement s'attendre à ce qu'il arrive en France et vous pouvez très bien être le premier, ce qui peut être un très bon signe pour vous. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est tester votre produit. Ça, c'est très important. Et vous pouvez le faire extrêmement facilement. Vous achetez une quinzaine d'unités, une vingtaine, ça dépend du produit que vous avez, et vous allez vendre sur des places de marché, sur Amazon, sur eBay, tout ça. Et vous vendez vos produits tout simplement. Vous pouvez évidemment faire des tests de prix. Et une fois que vous avez vendu vos produits, même si vous en vendez, imaginez que vous avez pris 15 unités, vous en avez vendu 15 en 2 jours, il ne faut pas tout de suite sauter au plafond parce qu'il faut attendre les premiers retours. Vous pouvez très bien vous retrouver dans une semaine avec 14 personnes mécontentes de votre produit parce que vous n'aviez pas pensé à quelque chose. Donc attendez les retours, même si vous vendez très vite vos produits. Une fois que vous avez fait ça, la troisième étape, c'est de définir quel est votre client. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne va pas s'adresser de la même façon à un PDG de grande entreprise qu'à un étudiant. Si vous ne parlez pas la langue de votre client, vous n'aurez pas d'impact et vous n'arriverez pas à lui vendre vos produits. Donc comment vous allez faire ça? Vous allez faire un sondage. On ne va pas faire un sondage à l'ancienne avec votre tas de feuilles et puis vous allez taper à la porte. Vous allez utiliser des outils sur Internet. Alors moi, je vous ai mis SurveyMonkey ou Google Forms. Le premier est payant, le deuxième est gratuit. Et vous allez poser ce genre de questions. J'ai pris l'exemple d'une boutique qui veut vendre des produits de jardin, mais évidemment, vous adaptez aux produits que vous voulez vendre. Quel est le plus gros problème que vous rencontrez dans votre jardin? Combien d'heures par semaine entretenez-vous votre jardin? Vous pouvez aussi lui demander quel est le budget qu'il investit par semaine ou par mois pour entretenir son jardin. Quel site il va visiter sur le sujet du jardinage. Vous allez lui poser des questions démographiques, son nom, son prénom, son âge, est-ce qu'il est marié, est-ce qu'il a des enfants, les études qu'il a fait, etc. Et vous allez lui demander son adresse email. Je l'ai mis en orange parce que, évidemment, c'est une question très importante. Maintenant que vous avez fait votre sondage, c'est bien, mais il faudra des réponses, donc vous allez le diffuser. Et où est-ce que vous allez le diffuser? Sur les sites que vous avez vus quand vous avez fait votre étude de marché. Vous allez aller sur ces sites-là et vous allez mettre un lien vers votre sondage et vous allez dire merci de répondre à ce sondage-là. Je vais ouvrir une boutique en ligne. Merci de répondre à ce sondage-là pour que la boutique s'adapte complètement à vos besoins. Vous pouvez aussi faire ça à l'ancienne en faisant des flyers, des affiches et même des encarts dans les magasins. Vos flyers, vous les mettez dans les boîtes aux lettres, les affiches, vous allez mettre ça chez les commerçants et vous dirigez toujours vers le sondage en ligne. Vous ne faites pas des sondages papier. Pourquoi? On va le voir tout de suite parce que pour étudier les résultats, c'est 100 fois plus simple. Vous allez avoir tout de suite tous vos résultats qui vont être cumulés. Le SurveyMonkey et Google Forms vont vous faire des graphiques. Vous allez pouvoir filtrer les réponses. Franchement, le dépouillage, c'est automatique et vous allez gagner un temps rare. Donc ne faites pas
un sondage papier, faites vraiment un sondage main. Une fois que vous avez fait ça, vous créez la fiche d'identité de votre client. Vous reprenez les réponses que vous avez à votre sondage et vous allez vraiment faire une fiche d'identité. Vous allez répondre à la question quel est son plus gros problème. Vous allez répondre à la question combien d'heures il peut investir, combien d'argent il peut investir. Vous allez aussi faire son profil avec son âge, son sexe, son nom, son prénom, etc., etc. Et vous pouvez même rajouter une photo de lui, vous prenez sur Internet, etc. À quoi ça va vous servir de faire ça? C'est que cette fiche d'identité, vous allez la garder, vous allez l'afficher dans votre bureau, elle sera toujours visible. Et quand vous allez vous adresser à vos clients, c'est à cette personne que vous allez vous adresser. Vous allez rédiger vos fiches produits, vous allez rédiger vos articles de blog, vous allez faire une vidéo, tout ce que vous voulez. Ce sera à cette personne que vous parlez. Pourquoi? Parce que c'est la personne qui représente vos clients. Donc, votre discours sera adapté à vos clients. Petite astuce magique, quand vous faites tout ça, vous proposez un bon de réduction. Alors à quoi ça va servir? Tout simplement, quand vous allez diffuser votre message, votre sondage, vous allez dire, si vous répondez au sondage, moi je vous offre un bon de réduction pour l'ouverture de la boutique. Quand vous allez demander l'adresse email, vous allez dire, laissez-moi votre adresse email pour que je puisse vous envoyer le code de réduction. Et enfin, quand vous allez ouvrir votre boutique, vous allez tout simplement envoyer votre code de réduction à toutes les personnes qui auront laissé leur email quand ils ont répondu au sondage. Du coup, vous avez plus de réponses, plus d'emails, plus de clients. Et c'est extrêmement simple à mettre en place. Ensuite, vous allez définir votre stratégie marketing. Alors, une stratégie marketing, c'est un bien grand mot. Globalement, ça veut dire deux choses. Quelle est votre différence par rapport aux concurrents et comment vous allez le faire savoir? Comment vous allez définir votre différence? Vous allez regarder ce que font les concurrents. Vous allez essayer de voir où vous pouvez être meilleur ou faire quelque chose que eux ne font pas. Alors ça peut être le SAV, ça peut être la garantie, ça peut être le conseil. J'ai précisé le moins cher, je l'ai mis en rouge et je l'ai barré. Pourquoi? Parce que quand on se lance, en règle générale, c'est une stratégie extrêmement risquée. Être le moins cher, ça veut dire avoir les reins très solides. Et si vous voulez être le moins cher et que, pour une raison X ou Y, Amazon décide d'être moins cher que vous avez perdu d'avance. Si c'est votre seule stratégie, vous n'irez pas très loin. Donc, avant de vous dire, mon avantage, ce sera d'être le moins cher, posez-vous 2 fois la question. Et ensuite, vous allez trouver votre proposition de vente, ce qu'on appelle une PUV. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une PUV? C'est une phrase qui résume votre avantage. Alors, il y a une PUV qui est assez connue, c'est la PUV de Domino's Pizza, qui disait votre pizza livrée en 30 minutes, sinon elle est gratuite. Leur avantage, c'est quoi? C'est simplement qu'ils livrent les pizzas très rapidement. Et leur PUV est relativement explicite. Ensuite, vous allez définir où trouver vos prospects. Ça, vous allez voir, c'est extrêmement dur, vous le savez déjà. Pourquoi? Parce que vous avez eu la réponse dans le sondage, et vous avez aussi vu l'étude de marché, vous avez trouvé des sites. Donc ça, c'est déjà fait. Maintenant, vous savez où se trouvent vos prospects, il faut les attirer sur votre site. Comment vous allez faire ça? Vous allez, selon les sites, différentes techniques. Il y a, pour les sites et les blogs, vous avez tout un tas de solutions. L'affiliation. Alors l'affiliation, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de demander au webmaster d'un blog de créer un lien, et toutes les personnes qui viennent depuis ce lien vers votre site et qui font une commande apporteront une commission au blogueur ou au webmaster. Il y a la publicité, donc s'il a des encarts publicitaires, vous demandez combien coûte un encart publicitaire sur son site. Les articles invités, c'est le fait de vous-même rédiger un article et de demander au blogueur ou au webmaster de publier en échange d'un lien vers votre site. Les tests produits, etc., etc. Sur les forums, vous pouvez là aussi utiliser des encarts publicitaires, la plupart en ont. Et vous pouvez aussi devenir un membre actif. J'ai précisé actif parce que l'idée, c'est pas d'aller sur le site, le forum, et de faire votre publicité tout simplement. Là, vous allez juste vous faire bannir et vous allez perdre votre temps. Devenir un membre actif, c'est participer à la communauté, à répondre aux questions des membres de la communauté, s'investir, etc. Moi, comme je disais, je développe des modules PrestaShop. Sur le forum de PrestaShop, je dois être à 1600, 1700 messages. Ça m'apporte régulièrement du trafic et régulièrement des ventes. Évidemment, les messages restent au fil des ans. Les réseaux sociaux, là, vous pouvez créer une page Facebook, un Twitter, etc. et publier régulièrement pour amener des fans, des followers, et du coup, les ramener sur votre site et déclencher des ventes. Vous pouvez aussi utiliser la publicité. Les réseaux sociaux ont des outils publicitaires extrêmement puissants, qui peuvent être un peu compliqués à prendre en main, mais qui sont très précis.
Enfin, Google, avec le référencement naturel et les publicités AdWords. Donc, les publicités AdWords, c'est les publicités en haut et à droite. C'est évidemment une source de trafic qui peut être énorme. Une fois que vous avez défini tout ça, vous allez définir le budget que vous allez investir et le temps que vous allez investir. Vous allez bloquer cet argent parce que vous ne savez pas dans combien de temps votre site internet va vous rapporter de l'argent. Donc si vous n'avez pas bloqué votre budget de communication pour au moins 6 mois, peut-être que vous n'aurez pas suffisamment gagné dans 3 à 4 mois, et du coup vous n'aurez plus rien pour communiquer, et là vous êtes coincé parce que vous ne pouvez plus faire venir des gens chez vous, et du coup vous ne pouvez plus gagner d'argent et faire de la communication. Donc il faut vraiment réserver un budget, et réserver du temps, si vous faites de la rédaction d'articles invités, de la prise de contact, etc., bloquez du temps sur votre agenda, parce que rapidement, on est très vite pris par le temps, avec tout ce qu'il y a à faire. Si le temps n'est pas bloqué pour tout ce qui est marketing, vous ne l'aurez plus, et vous pourrez à nouveau plus développer votre marketing et amener du monde chez vous. On arrive enfin à l'étape où on va créer votre site. Donc comment vous allez faire ça? Vous allez tout simplement trouver un prestataire. Mais pour trouver un prestataire, vous allez rédiger un cahier des charges. Ça, c'est non négociable. Si vous envoyez un email à différents prestataires pour leur dire « je veux un site internet » avec quelques précisions, il va manquer des informations. Chaque prestataire va devoir extrapoler ces informations manquantes et du coup, il va faire son estimation par rapport à ça. Du coup, chaque prestataire aura extrapolé d'une manière différente, donc les propositions que vous allez avoir, vous ne pourrez pas les comparer. Si vous faites un cahier des charges clair, complet et précis, ils vont tous se baser sur la même chose, et du coup, les propositions que vous aurez, elles seront comparables. Donc une fois que vous avez vos propositions, vous allez donc les comparer. Au niveau du tarif, ça paraît évident. Au niveau de la réactivité aussi, la précision des informations, la compréhension, est-ce que vous comprenez ce que vous dit le webmaster? Et moi je rajouterai le feeling, parce que si vous travaillez avec un webmaster qui vous développe votre site, moi je vous souhaite de travailler 10 ans avec. Donc, il vaut mieux que ça se passe bien. Et vous allez lancer la création. Ensuite, il va falloir prendre les photos de vos produits. Parce que une bonne photo, ça fait vendre, une mauvaise photo, ça fait fuir. Et les photos, c'est un budget, du temps et de l'argent. Donc ça, il faut le prévoir à l'avance. Vous allez aussi faire la description de vos produits. C'est long, c'est pas drôle, mais c'est nécessaire. Une description courte, c'est comme la photo, ça va faire fuir le client. Il ne va pas avoir les informations qu'il veut, il va devoir aller sur un autre site pour trouver l'information. Du coup, vous l'obligez à ressortir. Il y a très peu de chances qu'il ait envie de revenir chez vous. Donc donnez-lui les informations dont il a besoin pour faire son choix. Ça va aussi améliorer votre référencement. Si vous avez une fiche produit avec 3 lignes de texte, il ne faut pas s'étonner qu'au final, vous n'apparaissez pas dans Google. Si votre concurrent, lui, il a fait une description complète, là, clairement, lui, il apparaîtra dans Google plus facilement que vous. Alors, quelques conseils pour la création de votre site, pour économiser un petit peu de budget. Vous pouvez utiliser un thème tout fait. Alors, un thème graphique, c'est quoi? C'est quelque chose que vous allez installer sur votre site et qui va générer le visuel. C'est rapide. Le défaut, c'est que vous devez vous y adapter. Vous n'avez pas la liberté que vous voulez. Par contre, l'intérêt, c'est que ça va vous coûter une centaine d'euros. Et c'est très rapide à mettre en place. Là où un graphiste va vous prendre 800, 1000 euros, voire plus. Ensuite, moi, je vous conseille de limiter les fonctionnalités à l'essentiel. Je ne compte plus le nombre de clients qui sont venus vers moi en me disant « je voudrais telle fonctionnalité, telle fonctionnalité, telle fonctionnalité, etc. » Et c'est des fonctionnalités qu'ils n'avaient pas besoin avant 1 an, voire 2 ans. Ça ne sert absolument à rien de faire ça parce qu'ils ne savent pas où ils seront dans 1 an. Vous ne savez pas du tout quelles seront vos priorités dans 1 an. Donc, développez pas des fonctionnalités à l'avance comme ça. Gardez votre budget et faites évoluer votre site au fur et à mesure. Prévoyez une marge avant le lancement officiel. Pourquoi? Parce que le prestataire peut être en retard, ça arrive. Mais vous pouvez aussi avoir du retard sur d'autres choses. Les photos produits, ça peut vous prendre plus de temps que prévu. La description des produits aussi. C'est vous qui pouvez être en retard aussi. Donc, prévoyez une marge, parce que si vous faites toute votre publication pour dire mon site sortira le 12 décembre et que vous sortez le 12 janvier, là, votre communication elle a été faite pour rien. La dernière étape, c'est d'arrêter et démarrer. Alors, je suis conscient que ça ne veut pas dire grand-chose mon titre. Mais arrêter, c'est arrêter de vous prendre la tête. La perfection, ça n'existe pas. Ce qui est parfait pour vous n'est pas parfait pour moi. Donc si vous atteignez la perfection pour votre site, ce ne sera pas parfait pour votre client. Donc arrêtez de vous prendre la tête sur le bleu, est-ce qu'on prend le bleu magenta ou le bleu machin, etc. Ça ne va pas vous doubler vos ventes. Donc, vous attardez pas trop sur la perfection.
Le temps, c'est de l'argent. Tout le temps que vous allez passer à essayer d'avoir un site parfait, c'est des ventes que vous faites là. C'est du temps perdu. Donc là encore, évitez d'essayer d'atteindre la perfection. Ensuite, vous allez démarrer. C'est là que ça devient sympa parce que vous allez faire vos premières ventes. Et vous verrez, c'est très sympa parce que vous allez faire vos premières erreurs aussi. Imaginons que vous avez stocké vos produits dans votre cage, chez vous, peu importe, sur une étagère. Vous prenez un produit pour préparer votre commande et vous faites tomber 500 € de marchandises. Bon, bah là, la réaction qu'il faut avoir, c'est de corriger le problème. Vous allez vous dire, ça, on ne met pas là parce que 500 € de marchandises à chaque commande, c'est pas le bon. Donc, vous allez corriger votre erreur. Là, vous allez livrer vos produits. Donc, ça aussi, c'est cool. Et derrière, vous allez avoir vos premiers clients mécontents. C'est un peu moins cool. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez trouver une solution pour les satisfaire. Vous allez essayer de comprendre c'est quoi le problème. Vous allez essayer de trouver une solution pour qu'il n'y ait plus de clients mécontents avec ce problème-là. L'étape suivante, c'est quoi? C'est recommencer. Vous allez refaire les ventes, vous allez refaire des erreurs, des nouvelles erreurs, vous allez les corriger. Vous allez relivrer des produits, vous allez avoir des clients mécontents pour d'autres raisons, et vous allez les resatisfaire à nouveau, et ainsi de suite. Ça s'appelle l'amélioration itérative. Ça apporte quoi l'amélioration itérative? Ça apporte tout simplement plus d'efficacité. Vous allez faire les choses plus vite et mieux, ça vous coûtera moins cher. Donc, vous allez gagner plus d'argent. Moins de travail, plus d'argent. Plus d'argent et moins de travail, c'est plus de plage et plus de cocktails. Merci.